Les amis, bienvenue sur la chaîne de Guillaume Code. Comme vous l'avez vu la semaine passée, on s'est attaqué à un kata afin de s'améliorer dans le refactoring de code. Ce kata s'appelle Guild Rose Refactoring Kata et le but est de rajouter une nouvelle fonctionnalité dans un code qui est assez complexe. Donc on s'est vite rendu compte qu'on devait refactorer ce code. La semaine passée, rappelez-vous qu'avons-nous fait? Nous avons écrit énormément de code afin de s'assurer de ce que fait le code actuellement sans aucune modification. Ce que j'ai rajouté par rapport à la semaine passée, c'est juste un petit test ici pour m'assurer que la valeur de la qualité, qu'elle soit toujours positive. Comme vous pouvez le voir dans le README, donc c'était même ici, ça je peux retourner en arrière, on nous précisait que la qualité d'un produit ne pouvait jamais être négative. C'est pour ça que je me suis permis de rajouter un test qui permet de s'assurer que la qualité est toujours positive. À l'heure actuelle, le code ressemble à ça. Vous allez être d'accord avec moi, je pense, que c'est assez complexe comme code. Il y a des if dans tous les sens, on teste si c'est sulfuras ici, on teste si sulfuras si c'est pas sulfuras ici, et ainsi de suite. Rien n'est centralisé, c'est assez complexe. Même si on a des tests, je préfère ne pas rajouter un nouvel item dans ce code. Je préfère de base refactorer ce code afin de pouvoir rajouter plus facilement une nouvelle fonctionnalité. Alors, comment allons-nous faire pour refactorer ce code? Tout simplement, nous allons utiliser ce qu'on appelle un design pattern. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un design pattern, donc le but de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à utiliser différents design patterns. Si vous voulez, on fera une série sur les design patterns si jamais ça vous intéresse. Donc il y a un site également qui s'appelle refactoring.guru qui va vous apprendre déjà en partie les patrons de conception. Il est vraiment bien fait, je vous conseille vraiment de le regarder et de regarder les différents exemples parce qu'en plus suivant le design pattern que vous allez choisir, vous avez des exemples suivant le langage que vous maîtrisez le mieux comme Java, TypeScript, Go, PHP et ainsi de suite. Donc pour refactorer ce code, après analyse de la semaine passée, on s'est vite rendu compte qu'on avait différents objets et qu'en fonction de ces différents objets, on avait une logique différente. Là, normalement, si vous avez une petite maîtrise des design patterns, vous devez directement vous dire, là Guillaume, on va choisir le design pattern stratégie. Alors certains vont me dire, moi j'aurais pris Decorator, donc vous savez que les design patterns sont là pour vous aider à mieux structurer votre code. Il y a effectivement plusieurs solutions à un problème. Donc moi je suis parti sur le design pattern stratégie parce qu'il me semblait le plus adéquat. Donc franchement, si vous préférez utiliser une autre solution, n'hésitez pas, forquez le dépôt, le lien est dans la description, et faites la solution avec le design pattern qui vous le plaît le mieux, j'irai regarder, ça sera très intéressant. Avant de commencer, les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, le petit j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Alors, c'est parti. Commençons. Déjà, comme vous voyez, tout est dans un seul fichier. Nous, on va commencer déjà par créer plusieurs fichiers, afin de créer une petite arborescence, parce que pour l'instant, c'est pas top. Donc, déjà, on va pouvoir créer peut-être un dossier avec nos items. Dedans, on va mettre toute la logique qui concerne les items de ce projet. Au niveau des fichiers, je vais par exemple mettre, je pourrais avoir comme classe un item updater. Je vais essayer de garder la même convention que au niveau du nommage, donc item updater.ts. Ce sera en fait le fichier qui va gérer et qui va mettre à jour mon objet. Donc si je dois vous faire un petit schéma, qu'est-ce que c'est que le design pattern stratégie? Tout simplement, vous avez une classe, cette petite boîte, vous avez une... Oh, pardon, si je mets pas le mode freeze, ça ne risque pas de rester à l'écran. Vous avez votre interface, vous avez différentes classes en dessous qui implémentent votre interface. Donc je fais pas vraiment de flèche correcte étant donné que mon outil de dessin, vous vous rendez bien compte que c'est un peu... juste pour vous compreniez un peu mieux. Donc là en fait à chaque fois vous avez vos différents trucs, donc c'est comme si on avait par exemple sulfuras, Edge Breed et on avait le backstage.
Donc à chaque fois, ces boîtes-là, elles vont effectuer en fait une logique différente au niveau du code. Et qui va appeler finalement ça? Ben, ça va être notre item updater qui est ici. Et du coup, dans notre boucle, la boucle précédente, on va appeler à chaque fois item updater et on va lui dire, voilà, tu vas mettre à jour l'objet. Et avant ça, on va lui dire, bah, écoute, la stratégie ici, ça va être, alors, je suis sur un objet de type sulfuras, donc la stratégie, ça va être sulfuras. Je suis sur un objet de type backstage pass, bah du coup, mets cette stratégie-là, et ainsi de suite. Donc c'est parti. On va déjà créer une classe. Alors, bah, en TypeScript, rien de plus simple, hein, on va créer notre classe item updater. Dans cette classe-là, on va avoir une propriété qu'on pourrait mettre qualifiée de privée, qu'on va mettre item updater stratégie, ou item update stratégie, ça fonctionne aussi. Donc c'est un peu notre stratégie de mise à jour de notre objet. Donc item update stratégie qui sera une interface. Alors actuellement, effectivement, il la connaît pas. Donc on va créer un nouveau fichier qui sera item update stratégie. Je respecte la convention du projet, très important. On va créer une interface. Alors, pourquoi je fais une classe abstraite et pas une interface? Parce que en TypeScript, quand vous faites une interface, vous ne pouvez pas initialiser des propriétés. Alors qu'en Java, si vous faites une interface, vous pouvez très bien mettre des signatures de méthode et mettre des constantes. C'est pas le cas malheureusement en TypeScript, donc je suis obligé de passer par une classe abstraite qui fait exactement le même effet qu'une interface. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Bah, je vais mettre update quality. Ça va prendre en compte un item de type item, donc il me l'importe, et ça va me retourner l'item. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à jour l'item, il va mettre à jour la date de péremption, et ensuite il va retourner l'item. Maintenant, je peux importer cette interface. Vu que c'est une méthode, c'est un attribut privé, je vais mettre un underscore, comme ça je pourrai utiliser les setters et getters de TypeScript, et je vais pouvoir mettre set update stratégie, et ça, on va faire 10.item stratégie égale le item stratégie, update stratégie qu'on va lui passer ici. Stratégie qui est de type item update stratégie égale item update stratégie. On va lui faire un petit getter pour pouvoir y accéder. Donc item update stratégie. Donc je ne sais pas si j'aurai besoin d'un accès externe. En tout cas, je vais déjà créer mon getter. Je le supprimerai peut-être par après. Donc on va retourner le item update stratégie qui est ici. Alors là, il râle, il nous dit tout simplement, tu l'as pas initialisé dans le constructeur. Logique, c'est normal qu'il râle. Donc pour ça, en fait, rien de plus simple, en TypeScript, on va passer ça en variable de constructeur. Ça veut dire qu'on sera obligé, quand on va initialiser cette classe-là, de lui passer du coup une stratégie. Voilà, je retire ce point virgule qui casse tout. Et là, on a déjà notre item updater qui est bientôt terminé. Parce que forcément, dans l'item updater, on va devoir lui passer une méthode update quality qui va prendre en compte un item, qui va retourner un item. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va appeler la méthode update quality de notre stratégie. Et là, vous voyez, maintenant, ça ne râle plus. Donc, que fait finalement l'item updater? C'est un peu celui qui orchestre tout. Donc, on a un constructeur pour l'initialiser. Pour initialiser l'item updater, on va devoir lui passer une stratégie. La stratégie, ce sera par exemple, écoute, c'est du fromage, donc on va lui passer la stratégie de mise à jour du fromage. Ici, par exemple, on pourrait aussi lui passer, voilà, c'est un objet légendaire, donc tu mets la stratégie de l'objet légendaire. Cette méthode-là permet de définir une stratégie, donc de la modifier. Ça permet de récupérer la stratégie courante, donc si on définit item updater avec une stratégie common, du coup on va pouvoir récupérer comme stratégie common. Update quality va mettre à jour l'objet en fonction de la stratégie choisie. Donc là on voit qu'il y a une petite erreur ici, il est en train de râler, oui effectivement, parce que j'ai oublié de lui dire que c'était une méthode abstraite. Donc dans notre interface, qui est une classe abstraite comme je vous l'ai dit, parce qu'on aura besoin de mettre certaines propriétés, et du coup je dois définir cette interface en classe abstraite. Donc je suis obligé du coup de mettre abstract pour lui dire cette méthode-là, elle n'a pas d'implémentation encore. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les explications, on a comme quoi que la qualité d'un produit, c'est pas plus de 50 et ça peut pas être négatif. Donc, au niveau des propriétés, je pensais définir comme protected, pouvoir y accéder dans la classe enfant. Je pensais définir un min quality
qui serait un number de type 0 et un max quality de 50. Comme ça, on évite ce qu'on appelle les magic numbers, donc ça veut dire de commencer à écrire 0 et 50 un peu partout dans le code. Ainsi, dans notre item update stratégie, on a ces valeurs définies avec des variables et on voit ce que 0 veut dire et ce que max et ce que 50 veut dire. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce que je vous propose, c'est de commit le code. Très important. En plus, vous voyez ici, on est en train de travailler sur master. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une branche qui va s'appeler refactor legacy codebase. Donc legacy qui veut dire, écoute, on va refactor cette vieille codebase. Ensuite, là-dedans, on va rajouter nos différents fichiers. On va ajouter ceux-là et on va lui dire ici, comme quoi on a défini l'interface item update stratégie. Donc on va lui dire add item update stratégie interface. Impeccable. Ici, on va rajouter notre item updater. Et maintenant, on va pouvoir commencer à travailler sur nos différentes stratégies. Comme ça, ça va vous paraître un peu plus clair. Alors, au niveau des stratégies, on va peut-être créer un dossier avec les différentes. Donc, on va l'appeler strategies. Et dedans, on va créer, par exemple, Legendary Item Update Strategy. Legendary Item Update Strategy, ça va être une classe qu'on va exporter, qui va implémenter, donc ici, vu qu'on fait du TypeScript, le problème des interfaces, c'est qu'on ne peut pas mettre de propriété, donc on a dû mettre une classe abstraite, ce qui veut dire qu'on ne va pas implémenter, mais étendre cette classe. Donc on va étendre le item update strategy, et là, vous voyez, il y a une méthode qui n'est pas définie, donc on va l'implémenter tout de suite, c'est update quality. Donc on importe item, et ensuite, legendary, souvenez-vous, c'est tout simplement un objet légendaire qui ne bougera jamais dans le temps. Donc on ne va pas commencer à modifier cet objet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne directement item. On ne bouge rien. Et là voilà, le code pour le legendary est fait. Maintenant qu'on a fait le code pour le legendary, on va passer par exemple au fromage qui s'appelait add brie item update strategy. Pareil, on va exporter une classe qui va s'appeler comme ça et qui va étendre notre item update strategy. Donc pour ça, on va devoir créer update quality, on importe item et là-dedans, par contre, pour le fromage, on va devoir faire certaines choses. Ici, de base, je vais à chaque fois tout le temps retourner item, comme ça, en fait, on va casser tous les tests. C'est le but, et après, on va corriger petit à petit. Donc en fait, je vais pouvoir même copier-coller ce code, et ensuite, on va créer du coup notre stratégie pour tout ce qui est backstage. Donc ici, c'est backstage passes item update strategy, et ensuite, on peut créer pour les objets common, c'était common item update strategy. Donc common, voilà. Et là, on a à chaque fois notre logique qui est écrite. Donc maintenant que ceci est fait, on va pouvoir retourner dans Guild-Rose. Et dans Guild-Rose, on va pouvoir supprimer tout ce code en fait, parce qu'on n'en a plus besoin. C'est là-dedans qu'on va refactor tout ça, et c'est là-dedans surtout qu'on va utiliser nos stratégies. Alors pour pouvoir les utiliser, on va devoir les rajouter. Pour ça, on va devoir créer deux attributs privés qui vont être read-only. Pourquoi read-only? Parce qu'ils seront définis dans le constructeur et après on ne va plus y toucher. Donc quand c'est comme ça, on peut les définir comme read-only. Donc en read-only, on aura nos stratégies qui seront de type, on aura une clé name qui sera une chaîne de caractères et ensuite dedans on aura un item update stratégie. Donc tout simplement une stratégie. Ensuite, on a un item updater. Notre item updater, du coup, voilà. Et on va pouvoir les définir dans le constructeur. Donc pour ça, je vais mettre 10.item.strategies, c'est un objet. Dans cet objet-là, on va avoir plusieurs clés. Donc on va avoir add brie, qui est le fromage, qui sera du coup add brie, voilà. Donc on va mettre notre stratégie pour le fromage. Ensuite, on avait le backstage, je pense, backstage pass. Là, c'était le backstage, voilà. Puis on avait tout ce qui était légendaire, donc legendary. Dès qu'on a un objet légendaire, ça passe on utilise notre legendary. Voilà, il me le proposait pas. Et ensuite, la stratégie common, qui est
new common item update stratégie. Ensuite, on instancie notre item updater et on lui passe une stratégie qui sera common. Alors, pourquoi j'utilise un objet qui fonctionne un peu comme un dictionnaire pour stocker mes stratégies? Pour ne pas devoir instancier à chaque fois qu'on va passer dans la boucle une stratégie. Parce que le problème d'à chaque fois instancier, c'est que vous allez devoir allouer de l'espace mémoire, puis désallouer, et vous allez vraiment perdre en performance. Donc si jamais vous n'avez que 4 éléments à instancier et que votre liste, elle fait par exemple, je sais pas, ici pour l'instant c'est un petit magasin, donc on n'a que 10 objets, mais imaginons, on s'appelle Amazon, on a des milliards d'objets, ça devient intéressant du coup d'avoir simplement nos 4 instances dans un dictionnaire et de pouvoir les réutiliser à chaque fois qu'on passe dans la boucle. Donc ce corps-là, je vais pouvoir le dégager parce que j'en ai plus besoin. Et là, actuellement, le code, si je relance mes tests, vous allez voir, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a plus aucun test qui passe. Déjà parce qu'on n'utilise pas nos stratégies. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, il n'y a plus aucun test qui passe, sauf ceux du légendaire, étant donné que le légendaire, normalement, on ne devrait toucher à rien. Donc effectivement, ceux de Sulfuras sont encore verts, certains sont encore verts, mais la plupart, ici 14, sont cassés. Alors avant d'avancer plus loin, on va déjà commit notre travail. Donc on va dire qu'on a ajouté add bri item strategy. Je vais mettre même update, commit. Pareil pour le backstage basis, le legendary item, add legendary. Et du coup j'ai pas besoin de rajouter item, je l'ai déjà mis. Et le common item. Impec. Comme ça on a déjà commit notre premier code. Et maintenant on va pouvoir boucler sur notre tableau de items et en fonction du type d'objet, appliquer une stratégie et mettre à jour cet objet. La meilleure chose à faire ici, c'est, vu qu'on va modifier ce tableau, c'est d'utiliser la méthode map. Donc en fait, on va return this.item.map. Là, on a accès à l'item courant. Et ici, en fait, en fonction du nom de l'objet, donc item.name, on va avoir plusieurs cas. On va avoir le cas où on a, je sais pas, par exemple le fromage. Je me permets de copier ça. On a le cas, et là je vais copier-coller pour être sûr que je ne fais pas d'erreur, les différents noms. Donc on a tout ce qui est backstage. Oups. On a Sulfuras. Et ensuite on a les objets normaux. Hein. Donc en fait on a déjà le cas où c'est du default. Et ensuite on fait update 10.stratégie, 10.itemUpdater.update quality de item. Et on return ceci. Maintenant, si c'est du fromage, donc du brie, on va appliquer la stratégie pour le brie. Donc en fait, on va faire un set, un item update stratégie égale, et là on va lui passer le 10.stratégie du brie. Ici c'est pour le backstage pass, donc pareil, sauf qu'on a du backstage. Et ici c'est pour nos objets légendaires, donc là on a mis legendary. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, en fonction du nom de nos objets, on va tout simplement définir une stratégie. On a juste oublié de définir une stratégie qui est common si le nom n'est pas dans ces trois noms-là. Ici, je vois que j'ai fait une typo d'ailleurs, c'est common avec un C majuscule, voilà. Alors, du coup, pour réexpliquer ce code ici, on applique la méthode map. Que fait la méthode map? C'est très simple, vous lui passez un tableau. Donc, je vais juste nettoyer ceci. Donc, vous lui passez un tableau. Dans ce tableau-là, vous allez avoir, je sais pas moi, 1, 2 et 3. Map, vous allez passer une fonction et il va appliquer cette fonction sur chaque élément du tableau. Par exemple, on peut très bien faire map sur ce tableau-là et lui dire, écoute, fais-moi un map, si je parviens à écrire, et tu vas faire x2 sur chaque élément. Du coup, map va retourner un tableau avec 3 éléments, étant donné qu'on a 3 éléments dans le tableau d'entrée, et on va avoir 2, 4 et 6. C'est exactement du coup ce qu'on fait ici. Donc ici, on a notre objet d'entrée. On va lui dire, si c'est du fromage, tu appliques la stratégie fromage et tu break, donc ça veut dire que tu quittes le switch ici et tu passes directement à cette ligne-là, et tu mets à jour cet objet.
Si c'est un pass backstage, pareil, tu t'en vas du switch, tu mets à jour, et de toute façon on a défini la stratégie sur backstage pass, donc tout va bien se mettre. Alors, pour l'instant ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous, dans le code des stratégies, à chaque fois on a exactement le même code. On retourne directement l'item sans le modifier. Et c'est là qu'on va devoir commencer à coder au niveau des stratégies. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est rajouter commit ce fichier, afin de dire, bah voilà, j'ai rajouté, j'ai même refactor, et j'ai mis use new strategy item update, strategies to update items. On commit, et maintenant c'est parti, on va pouvoir corriger nos tests. On va commencer à la limite par le plus simple. Alors le plus simple, c'est notre common. Notre common, si on relit, souvenez-vous ce qui était indiqué, le common, il va diminuer de 1 sa qualité à chaque fois qu'on le met à jour, et si la date de péremption est dépassée, il va se dégrader 2 fois plus rapidement. On va juste coder ça rapidement. Donc, si sa date de péremption est dépassée, donc ça veut dire que si son sell-in, qui est sa date de péremption, est inférieur ou égal à 0, donc ça veut dire que c'est dépassé, alors la qualité de cet objet va valoir, et là on pourrait mettre item.quality -2. Si pas, item.quality égale item.quality -1. Ça, vous allez voir, ça ne va pas permettre à tous les tests de passer. Pourquoi ? Si on remonte, pour voir un peu tout ce qui se passe, vous voyez qu'ici, on a déjà des trucs qui ne passent pas. Parce que déjà, on n'a pas diminué la date de péremption. Donc on va vite rajouter ça. Item.sellin, et on diminue la date de péremption de 1. On rafraîchit. Au niveau des tests, maintenant, vous voyez que ça va un peu mieux, mais malheureusement, ici, on diminue de 2. Ça veut dire que si notre qualité est à 0, on va avoir une qualité négative. Le problème, c'est qu'on avait un test qui nous obligeait à avoir une qualité toujours positive. Comment faire ça ? On va utiliser une fonction JavaScript qui est min, et min, en fait, ça va prendre l'objet, la valeur la plus petite. D'ailleurs, c'est pas min, c'est max qu'on va utiliser, comme ça on va prendre la valeur la plus grande, pardon. Et on va ensuite pas mettre 0 ici, mais on va mettre 10.minQuality, qui est en fait 0. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a écrit précédemment ici, afin de ne pas avoir de magic number dans notre code. Ce code-là, ça fait qu'en fait, il va devoir choisir entre l'item.quality -2 et 0, et il va prendre la valeur maximale. Ça veut dire que si la valeur ici est négative, qu'on a du coup une qualité de -2 parce que la qualité était à 0, du coup il va prendre 0 et pas -2. Et ensuite il va la définir dans sa qualité. Du coup pareil ici, et on va mettre 10. Pareil, minQuality. Du coup si je rafraîchis, normalement je devrais corriger ce bug des qualités négatives. Impeccable, nickel. Comme on peut le voir, maintenant on a toujours une qualité positive. Maintenant on va pouvoir passer à autre chose. Le plus simple ensuite pour moi c'est tout ce qui concerne le fromage. Parce que le backstage il y avait quand même pas mal de logique derrière. Alors pour le fromage, comment ça fonctionne ? Souvenez-vous, le fromage, ça augmente sa qualité plus le temps passe. La qualité d'un produit ne peut pas être plus de 50. Et ensuite, si jamais il est périmé, sa qualité augmente par 2. Donc, on va coder ça. Donc, si sa qualité est négative, donc ça veut dire qu'il est périmé, donc vaut 0 ou inférieur, on va devoir définir sa qualité à item.quality +2. Ensuite, on fait item.sellin et on le décrémente. Ensuite, on avait un sinon, du coup, tu augmentes ta qualité. Item.quality égale item.quality +1. Ce qu'on vient d'écrire ici, c'est que si le fromage, si sa date de péremption est dépassée, donc s'il est périmé, il va gagner en qualité par 2, si pas, il va gagner en qualité par 1, et à chaque fois, on diminue la date de péremption. Donc on se rapproche de plus en plus de la date de péremption. Donc si on lance nos tests et qu'on vérifie, est-ce qu'on a bien implémenté le code
comme c'était avant. Donc on remonte. Là, voilà, on voit que ça ne doit jamais dépasser 50. Et c'est là qu'on va utiliser du coup mat.min. Donc on va calculer le minimum entre la qualité plus 2 et non pas 50, mais la qualité maximale autorisée. Pareil ici. Et du coup, qu'est-ce que va faire TypeScript? Il va se dire, ou j'écris min, mais non c'est bon. Que va faire TypeScript? Il va regarder cette qualité. Si par exemple ça vaut 50, qu'on fait plus 1, il va comparer 51 avec 50, et du coup, mat.min, il va prendre la valeur minimale, donc il va prendre 50. Si je rafraîchis, que je remonte, on voit bien que les tests sur le fromage passent, donc là, c'est nickel. Donc là, on a quasiment bientôt réimplémenté le code qu'on avait avant, de manière vraiment plus propre. Donc maintenant, on va pouvoir faire exactement la même chose pour les backstage. Alors pour les backstage, c'est un peu plus complexe, parce que quand la date de péremption est passée pour un ticket de concert, sa qualité tombe à 0 directement. Quand il reste 5 jours au moins, sa qualité augmente de 3, et s'il reste 10 jours au moins, la qualité augmente de 2, et pour le reste, la qualité augmente de 1. Donc pareil, si du coup le céline, donc la date de péremption, est inférieur ou égal à 0, du coup la qualité vaut directement 0. Si par contre on a une qualité qui est inférieure ou égale à 5, la qualité vaut la qualité plus 3, parce qu'elle augmente de 3. Si on a une date de péremption inférieure ou égale à 10, on augmente de 2. Et si pas, on augmente de 1. Donc là, c'est un else. J'ai qu'à juste supprimer ceci. Et on diminue la date de péremption, très important. On rafraîchit. Et là, on voit qu'on a quand même des tests qui ne passent pas. Parce que, voilà, le problème, c'est que la qualité augmente et passe au-dessus de 50. Donc comme on a fait tantôt, on va juste s'assurer que la qualité ne dépasse jamais 50 grâce à la fonction min de math. Donc on vérifie, on prend la valeur minimale entre la qualité plus 2 et la valeur maximale autorisée qui est de 50. Ça veut dire que entre 52 par exemple et 50, il va choisir 50 parce que 50 est plus petit. Entre 49 et 50, il va prendre 49, et ainsi de suite. Comme ça, on s'assure que la valeur ne dépasse jamais 50. Là, pareil ici, on va s'assurer, quand on augmente de 1, que ça ne dépasse pas 50, et je rafraîchis. Impeccable, tous les tests passent, donc là c'est parfait, on vient de réimplémenter du coup le code de manière plus propre. Ça veut dire que pour un objet de type invoqué, on n'a qu'à rajouter une nouvelle stratégie. C'est nickel parce que avec ce refactoring, ça va aller très très vite. Donc on va pouvoir rajouter cet objet qui sera du coup conjure item update strategy, impeccable. Et ici on nous demande que leur qualité se dégrade 2 fois plus vite que des objets normaux. Donc je copie juste le code afin de juste retourner un item. Et avant de commencer, très important, on va devoir écrire des tests. Super important. Donc je vais juste rajouter cette stratégie ici, qui est conjured, et c'est du coup conjure item stratégie. On va commit ce qu'on vient de faire. Donc ici, du coup, on va mettre fit implement add bri item update stratégie. Comme ça, je commit le travail qu'on vient de faire, c'est-à-dire je définis comme quoi on a implémenté tout ce qui est fromage, tout ce qui est backstage, tout ce qui est backstage, tout ce qui est common. Et ensuite ici, c'est juste qu'on a rajouté le conjure. Donc là, je vais définir comme quoi on a fait add conjure item stratégie. Et dans guild rose, on a fait add conjure item update stratégie into guild rose. On va pouvoir du coup écrire nos tests. Donc on reprend notre fichier de test et on va recréer un describe du coup pour nos objets conjurés. Donc on l'a appelé conjure, on va mettre conjure items et dedans on va pouvoir écrire des tests. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Déjà on va s'inspirer de ce qu'on a fait précédemment. Le terminal du coup je peux le masquer, j'en ai plus besoin. On va regarder par rapport au test qu'on a fait avant, donc ça par contre j'en ai pas besoin. Ça pareil, j'en ai pas besoin. Je réintente correctement le code. Donc ce qu'on va mettre c'est forcément le céline de notre objet conjuré doit être décrémenté. Donc on va prendre ceci, comme ça on va mettre ce nom là. Le céline doit être absolument décrémenté. Ensuite, pareil, should increase, et ici c'est should decrease de quality after update, donc là ça doit valoir
0, vu que ça diminue 2 fois plus vite. Should never decrease the quality below 50, below 0. Donc ça veut dire que si on a 0, on va jamais descendre en dessous. Au niveau des tests, je pense que c'était tout. Les éléments conjurés voient leur qualité se dégrader 2 fois plus vite que les objets normaux. C'est juste ça qu'on demande. Donc ça veut dire que ça doit jamais être en dessous de 0, ce qui est logique. Donc là voilà, on a rajouté des tests pour les objets de type invoqué. Donc si je rafraîchis, normalement ces tests-là ne devraient pas passer, forcément, étant donné qu'on utilise pour l'instant la logique de common. Donc il decrease bien le ceiling de l'object, ok, là c'est logique, vu qu'on passe actuellement par common et pas par cette interface conjurée, donc c'est ce qu'on va faire. Hein. On va maintenant définir comme quoi on utilise l'interface des objets invoqués, donc on retourne ici, et on dit bah écoute, si le nom c'est un objet de type invoqué, alors tu utilises la stratégie qui est 10.stratégie de type invoqué. Et ensuite tu sors du switch case avec un break. Donc là normalement si je rafraîchis, il ne devrait plus diminuer le ceiling étant donné qu'on return directement l'item sans rien modifier. C'est le cas. Donc maintenant on va pouvoir faire le code. Alors le code c'est très simple, c'est juste qu'on va diminuer le ceiling de 1. Lui le ceiling peut être négatif, ça lui pose pas de souci. Et sa qualité, ça va être la valeur maximale, vu qu'on ne veut pas avoir de valeur négative au niveau de la qualité. Donc on va faire item.quality -1 et on va mettre 10.minQuality qui vaut 0. Donc il va prendre la valeur maximale entre 0 et la qualité -1. Donc si on a 0, ici en qualité, on va faire -1, ça va faire -1. Puis ici, la valeur minimale, on l'a définie là, elle vaut 0. Ce qui fait que du coup, entre -1 et 0, il va prendre 0. Et ensuite, on return notre item. Donc si je rafraîchis, on voit qu'il y a encore des choses qui ne passent pas. Should decrease the quality after update. Donc ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on ne passe pas correctement par notre interface. Et oui, les amis, regardez, la qualité doit obligatoirement être diminuée de 2 et pas de 1 comme on avait écrit. Donc là, vous voyez, maintenant le test passe. Ici, il nous dit, attention, la qualité ne doit jamais descendre en dessous de 0. Donc on va voir comment on a écrit le test, pour voir si on a écrit correctement. Et effectivement, on a bien mis, mais vous voyez, dans le test, on s'est trompé sur le nom. Donc on va mettre le nom correct. Et là, normalement, mon test passe. Forcément, si je n'avais pas écrit mon test correctement, ça ne pouvait pas passer. Et là, c'est nickel, on vient de rajouter la nouvelle fonctionnalité assez facilement, parce que maintenant la structure du code nous permet de rajouter très facilement des nouveaux types d'objets. Donc je pense que l'objectif de ce kata est rempli. Donc l'objectif de ce kata, c'était juste à la base de rajouter une nouvelle fonctionnalité dans le système, mais quand on a vu la code base, on s'est bien rendu compte que en entreprise, rajouter du code dans quelque chose qui est déjà assez complexe, c'est pas une bonne chose. La première chose à faire, c'est de se dire, ok, on a merdé, on va reprendre ce code-là, le faire proprement de manière à rendre le code plus évolutif. C'est ce qu'on a fait ici. Dans l'épisode 1, souvenez-vous, on a écrit des tests afin de s'assurer de ce que faisait le code, afin de ne rien casser, parce que si on modifie le code sans écrire des tests à l'avance, on risque très fortement de se casser la gueule. C'est pas ce qu'on veut. Donc on a d'abord écrit des tests, ainsi on est sûr et certain de ce que fait le code. Et ici dans cet épisode, on a réimplémenter le code de manière plus propre en utilisant un design pattern qui est le design pattern stratégie, qui est celui qui me convient le mieux, en tout cas pour cet exercice. Je sais que le décorrecteur aurait fait l'affaire aussi, mais en tout cas pour moi stratégie était le plus adapté. Et comme vous pouvez le voir, le code est beaucoup plus simple maintenant, parce que quand on instancie notre magasin, on instancie nos stratégies en fonction des types d'objets, donc le bris, les passes pour le backstage, les objets légendaires, invoqués et les objets common. Et ensuite dans notre boucle, pour chaque objet du magasin, on vérifie son nom et en fonction, on cherche une stratégie voulue et on met à jour notre objet. Si c'est du fromage, on cherche la stratégie fromage. Et vous voyez que le code est très très simple, donc c'est nickel. On a du coup su mettre à jour ce code et on a pu même rajouter une nouvelle fonctionnalité. Donc franchement, je suis assez content de cet exercice. J'espère que cet exercice vous a plu et vous a appris certaines choses. Donc pour soutenir la chaîne, les amis,
N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez aussi un petit like, mettez en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a également déplu afin que je m'améliore. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre formation Angular. À plus!